L'art de maîtriser vos émotions, le pouvoir caché du stoïcisme pour une vie épanouie. Vous est-il déjà arrivé de sentir que vos émotions vous contrôlent au lieu que ce soit vous qui les contrôliez? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'un des secrets les mieux gardés de la philosophie stoïcienne. L'art de maîtriser vos émotions pour vivre une vie plus épanouie, plus sereine et véritablement libre. Dans ce voyage fascinant à travers les enseignements des grands maîtres stoïciens, je vais vous révéler des stratégies pratiques et puissantes que vous pouvez appliquer immédiatement dans votre quotidien. Imaginez pouvoir traverser les tempêtes de la vie avec un calme intérieur inébranlable, comme un phare qui reste ferme malgré les vagues déchaînées. Imaginez ne plus être l'esclave de vos réactions émotionnelles, mais le capitaine conscient de votre propre navire. C'est exactement ce que la philosophie stoïcienne peut vous offrir, et c'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Les émotions ne sont pas nos ennemis, mais des messagers qui nous parlent. Le problème survient lorsque nous les laissons prendre le contrôle de nos décisions, de nos actions et finalement de notre vie entière. Combien de fois avez-vous regretté quelque chose que vous avez dit ou fait sous le coup de la colère? Combien d'opportunités avez-vous manqué à cause de la peur? Combien de relations avez-vous endommagées à cause d'une réaction émotionnelle incontrôlée? Mais voici la bonne nouvelle. Il existe un chemin vers la maîtrise émotionnelle, un chemin tracé il y a plus de 2000 ans par les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Ces hommes sages ont développé des techniques et des pratiques qui restent étonnamment pertinentes et puissantes aujourd'hui. Au cours de ce voyage, nous allons explorer 9 principes fondamentaux qui transformeront votre relation avec vos émotions. Avant de commencer, je vous demande de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Si vous êtes intéressé, à la fin de la vidéo, accédez à notre contenu exclusif qui se trouve dans le commentaire épinglé. Sans plus attendre, commençons ce voyage extraordinaire vers la maîtrise de soi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui recherche la profondeur et la sagesse. Votre dévouement à absorber ce contenu dans son intégralité vous distingue encore plus. Préparez-vous à découvrir des vérités qui changeront votre vie pour toujours. Première partie, la conscience émotionnelle. Principe numéro 1. Observez vos émotions sans jugement. La première étape vers la maîtrise émotionnelle est peut-être la plus contre-intuitive. Il s'agit d'observer vos émotions sans essayer de les contrôler immédiatement. Pensez-y un instant. Nous passons la majeure partie de notre vie soit à réprimer nos émotions, soit à être complètement submergés par elles. Mais il existe une troisième voie, une voie stoïcienne, celle de l'observation consciente. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, pratiquait ce qu'il appelait la vision d'en haut. Il s'imaginait s'élevant au-dessus de ses circonstances, observant ses propres réactions émotionnelles comme s'il regardait une carte depuis les nuages. Cette distance mentale lui permettait de voir ses émotions pour ce qu'elles étaient vraiment. Des réactions temporaires à des stimuli externes et non des vérités absolues sur la réalité. Voici comment vous pouvez commencer à pratiquer cette observation consciente. La prochaine fois que vous sentez une émotion forte monter en vous, que ce soit la colère, la peur, la tristesse ou même la joie excessive, faites une pause. Respirez profondément et nommez mentalement l'émotion que vous ressentez. Je remarque que je me sens en colère en ce moment. Cette simple formulation crée une séparation cruciale entre vous et l'émotion. Vous n'êtes pas la colère, vous êtes la personne qui observe la colère. Les stoïciens comprenaient quelque chose de profond. Nos émotions sont comme des vagues dans l'océan. Elles montent, atteignent leur point culminant, puis redescendent inévitablement. Lorsque vous vous identifiez complètement à une émotion, c'est comme si vous étiez emporté par la vague, incapable de nager, luttant pour garder la tête hors de l'eau. Mais lorsque vous observez l'émotion avec détachement, vous devenez comme un surfeur expérimenté qui chevauche la vague, sans être englouti par elle. Cette pratique demande de l'entraînement, bien sûr.
Au début, vous vous retrouverez souvent emporté par vos émotions avant même de réaliser ce qui se passe. C'est normal et cela fait partie du processus. L'important est de revenir encore et encore à cette pratique d'observation. Avec le temps, vous remarquerez que l'espace entre le stimulus et votre réaction s'élargit. Dans cet espace réside votre liberté. Un exercice pratique que vous pouvez commencer dès aujourd'hui est la tenue d'un journal émotionnel. Chaque soir, prenez quelques minutes pour noter les moments de la journée où vous avez ressenti des émotions fortes. Décrivez la situation, l'émotion ressentie, vos pensées à ce moment-là et votre réaction. Ne jugez pas, observez simplement. Au fil du temps, vous commencerez à voir des patterns, des déclencheurs récurrents, et cette prise de conscience sera le premier pas vers la transformation. Sénèque disait que nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. En observant nos émotions sans jugement, nous commençons à distinguer entre la réalité objective et notre interprétation émotionnelle de cette réalité. Cette distinction est le fondement de la sagesse stoïcienne et le début de votre voyage vers la maîtrise émotionnelle. N'oubliez pas que cette observation n'est pas une forme de répression. Vous ne niez pas vos émotions ou ne faites pas semblant qu'elles n'existent pas. Au contraire, vous les accueillez pleinement, vous les reconnaissez, mais vous refusez de les laisser dicter vos actions. C'est la différence cruciale entre ressentir une émotion et agir sous son emprise. Principe numéro 2. Distinguez ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve une distinction fondamentale, si simple en apparence et pourtant si profonde dans ses implications. La dichotomie du contrôle. Épictète, qui fut esclave avant de devenir l'un des plus grands philosophes stoïciens, enseignait que la source de toute souffrance humaine réside dans notre tentative de contrôler ce qui n'est pas en notre pouvoir. Alors, qu'est-ce qui est réellement en notre pouvoir ? Nos jugements, nos désirs, nos aversions, nos intentions et nos actions. C'est tout. Tout le reste, absolument tout le reste, échappe à notre contrôle direct. La météo, les opinions des autres, les résultats de nos efforts, notre santé, notre réputation, notre richesse, même la durée de notre vie, tout cela est dans la catégorie des choses qui ne dépendent pas entièrement de nous. Maintenant, vous pourriez penser, mais attendez, je peux certainement influencer ma santé en mangeant bien et en faisant de l'exercice. C'est vrai. Et c'est une distinction subtile, mais importante. Vous pouvez contrôler vos actions, manger sainement, faire de l'exercice. Mais vous ne pouvez pas contrôler les résultats ultimes. Vous pourriez quand même. Et tomber malade. C'est cette confusion entre nos actions et leurs résultats qui cause tant de tourments émotionnels. Pensez à combien de votre énergie émotionnelle est gaspillée à vous inquiéter de choses qui échappent à votre contrôle. Vous vous inquiétez de ce que les gens pensent de vous. Vous vous inquiétez de l'économie. Vous vous inquiétez de la politique mondiale. Vous vous inquiétez du trafic. Vous vous inquiétez de vieillir. Toutes ces inquiétudes sont dirigées vers des choses qui ne sont pas en votre pouvoir direct. Voici l'exercice stoïcien le plus transformateur que vous puissiez pratiquer. Chaque fois que vous vous sentez anxieux, frustré ou contrarié, arrêtez-vous et posez-vous cette question simple. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, alors pourquoi gaspiller votre énergie émotionnelle précieuse dessus? Si la réponse est oui, alors concentrez-vous sur l'action que vous pouvez entreprendre plutôt que sur l'inquiétude. Imaginez que vous ayez une présentation importante au travail demain. Vous pouvez contrôler votre préparation, votre pratique, votre arrivée à l'heure, la qualité de vos diapositives. Vous ne pouvez pas contrôler la réaction de votre patron, les questions que l'audience posera, les problèmes techniques qui pourraient survenir, ou l'humeur des gens dans la salle. En vous concentrant uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, vous libérez votre esprit d'une anxiété inutile. Cette pratique ne vous rend pas passif ou résigné. Au contraire, elle vous rend incroyablement efficace en concentrant toute votre énergie sur ce qui compte vraiment, vos propres actions et attitudes. Les stoïciens n'étaient pas des fatalistes paresseux. Beaucoup d'entre eux étaient des leaders, des généraux, des conseillers impériaux.
Ils étaient des hommes d'action, mais leur action était toujours guidée par cette sage distinction. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les queues. Événements extérieurs, réalisez cela et vous trouverez la force. » Cette réalisation est véritablement libératrice. Elle vous libère de la tyrannie des circonstances extérieures et vous place fermement aux commandes de votre propre vie intérieure. Commencez aujourd'hui à pratiquer cette distinction. Faites une liste de vos préoccupations actuelles, puis divisez-les en 2 colonnes. Dépend de moi et ne dépend pas de moi. Pour tout ce qui se trouve dans la 2e colonne, pratiquez le lâcher-prise. Pour tout ce qui se trouve dans la 1re colonne, planifiez l'action. Cette simple pratique transformera votre vie émotionnelle de manière spectaculaire. Principe numéro 3. Transformez vos interprétations. Les stoïciens avaient une compréhension révolutionnaire de la source de nos émotions. Contrairement à ce que nous pensons intuitivement, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui causent nos émotions, mais plutôt nos jugements et interprétations de ces événements. Épictète le disait clairement. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Pensez-y un instant. 2 personnes peuvent vivre exactement la même situation et avoir des réactions émotionnelles complètement différentes. L'une peut voir un défi, là où l'autre voit une catastrophe. L'une peut voir une opportunité, là où l'autre voit une menace. Qu'est-ce qui fait la différence? Leurs interprétations, leurs jugements, leurs croyances sur ce que la situation signifie. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous soyez coincé dans un embouteillage. Une personne pourrait penser « C'est terrible, je vais être en retard, ma journée est ruinée, les gens vont me juger ». Cette interprétation génère de la frustration, de l'anxiété et de la colère. Une autre personne, face à exactement la même situation, pourrait penser « Voilà une occasion inattendue d'écouter ce podcast que je voulais entendre » ou « C'est un rappel que je ne contrôle » ou pas tout, et c'est bien. Cette interprétation génère de l'acceptation, peut-être même de la gratitude. La situation est identique. Les émotions sont radicalement différentes. La différence réside entièrement dans l'interprétation. C'est une vérité profonde et libératrice, car si vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui vous arrive, vous pouvez toujours choisir comment vous l'interprétez. Mais attention, les stoïciens ne prônaient pas une forme de pensée positive naïve où vous vous contentez de vous répéter que tout va bien, même quand ce n'est clairement pas le cas. Il s'agit plutôt d'examiner rigoureusement vos interprétations automatiques et de vous demander « Est-ce que cette interprétation est vraie? Est-elle utile? Existe-t-il d'autres façons de voir cette situation ?» Sénèque pratiquait ce qu'il appelait la premeditatio malorum, la préméditation des maux. Il s'imaginait régulièrement le pire qui pourrait arriver, non pas pour être pessimiste, mais pour se préparer émotionnellement et réaliser que même dans les pires scénarios, il pourrait choisir comment réagir. Cette pratique l'immunisait contre le choc émotionnel des événements négatifs. Un exercice puissant que vous pouvez pratiquer est la reformulation cognitive. Lorsque quelque chose de négatif se produit, au lieu de réagir immédiatement, prenez un moment pour vous demander « Comment puis-je voir cette situation différemment? Quelles leçons puis-je en tirer? Comment cette difficulté pourrait-elle être une opportunité déguisée ?» L'histoire stoïcienne classique est celle d'un homme dont le cheval s'est enfui. Les voisins disent « Quelle malchance !» Il répond « Peut-être ». Le cheval revient avec un troupeau de chevaux sauvages. Les voisins disent « Quelle chance !» Il répond « Peut-être ». Son fils essaie de dompter l'un des chevaux sauvages, tombe et se casse la jambe. « Quelle malchance !» disent les voisins. « Peut-être », répond l'homme. Puis la guerre éclate, et tous les jeunes hommes sont enrôlés, mais pas son fils à cause de sa jambe cassée. « Quelle chance !» s'exclament les voisins. Cette histoire illustre magnifiquement l'enseignement stoïcien. Nous ne savons jamais vraiment si un événement est bon ou mauvais à long terme. Alors pourquoi s'empresser de le juger? Pourquoi ne pas suspendre notre jugement et simplement observer ce qui se déroule?
en restant ouverts aux possibilités que nous n'avons pas encore envisagées. Transformer vos interprétations ne signifie pas nier la réalité ou prétendre que les choses difficiles ne le sont pas. Cela signifie choisir consciemment l'angle sous lequel vous regardez votre vie. Cette capacité à choisir votre perspective est peut-être le plus grand pouvoir que vous possédez en tant qu'être humain. Deuxième partie, la régulation émotionnelle. Principe numéro 4. Pratiquer la discipline de l'assentiment. Les stoïciens parlaient de quelque chose qu'ils appelaient l'assentiment, qui est le moment où vous donnez ou refusez votre accord à une impression ou à une pensée. C'est une idée subtile, mais extraordinairement puissante. Chaque jour, des centaines d'impressions se présentent à votre esprit. Des pensées sur vous-même, sur les autres, sur votre situation, sur le futur. La plupart du temps, nous donnons automatiquement notre assentiment à ces impressions sans même nous en rendre compte. Quelqu'un vous fait une remarque ambiguë et immédiatement votre esprit interprète « il me critique, il ne me respecte pas ». Vous donnez votre assentiment à cette interprétation et l'émotion suit. Vous vous sentez blessé, en colère, mais cette séquence n'est pas automatique. Il y a un moment, aussi bref soit-il, entre l'impression initiale et votre assentiment. Dans ce moment réside votre pouvoir. Marc Aurèle se rappelait constamment « Retire ton assentiment et tu es sauvé ». Quelle déclaration puissante! Vous n'êtes pas obligé d'accepter chaque pensée qui traverse votre esprit comme une vérité. Vous pouvez examiner vos pensées, les mettre à l'épreuve et choisir consciemment celles auxquelles vous donnez votre accord. Imaginez vos pensées comme des visiteurs qui frappent à la porte de votre maison mentale. Certains sont des amis bienveillants qui apportent des nouvelles utiles et des conseils sages. D'autres sont des colporteurs de ragots et de peurs qui ne cherchent qu'à vous troubler. Vous n'êtes pas obligé de laisser entrer tout le monde. Vous pouvez vous tenir à la porte, examiner chaque visiteur et décider consciemment qui mérite d'entrer dans votre espace mental. Voici comment pratiquer la discipline de l'assentiment dans votre vie quotidienne. Lorsqu'une pensée perturbante apparaît, au lieu de l'accepter immédiatement comme vraie, interrogez-la, demandez « Est-ce que je sais avec certitude que c'est vrai? Quelles preuves ai-je? Existe-t-il d'autres explications possibles ?» Cette simple habitude de questionner vos pensées peut transformer radicalement votre vie émotionnelle. Prenons un exemple concret. Vous envoyez un message à un ami et il ne répond pas pendant plusieurs heures. Votre esprit génère automatiquement des interprétations. Il m'ignore, je l'ai offensé, il ne m'aime plus. Si vous donnez immédiatement votre assentiment à ces pensées, vous ressentirez de l'anxiété, peut-être de la tristesse ou de la colère. Mais que se passe-t-il si vous retirez votre assentiment? Attendez, est-ce que je sais avec certitude qu'il m'ignore? Non, il pourrait être occupé, il pourrait ne pas avoir vu le message, son téléphone pourrait être déchargé, il y a une douzaine d'explications possibles. En refusant de donner votre assentiment à l'interprétation négative initiale, vous vous libérez de l'émotion négative qui l'accompagnerait. Cette pratique ne consiste pas à être naïvement optimiste ou à ignorer les signaux d'avertissement réels. Il s'agit d'être honnêtement rationnel. Il s'agit de reconnaître que nos premières impressions sont souvent biaisées par nos peurs, nos insécurités et nos expériences passées. En prenant un moment pour examiner consciemment nos pensées avant de leur donner notre assentiment, nous devenons plus objectifs et moins réactifs émotionnellement. Les psychologues cognitifs modernes ont redécouvert cette sagesse stoïcienne sous le nom de restructuration cognitive. Mais les stoïciens le pratiquaient déjà il y a plus de 2000 ans. Épictète entraînait ses étudiants à examiner chaque impression qui se présentait à eux, à la mettre à l'épreuve et à ne donner leur assentiment qu'aux impressions qui passaient le test de la raison. Un exercice pratique. Pendant une semaine, tenez un journal de vos pensées automatiques négatives. Chaque fois que vous remarquez une pensée qui génère une émotion négative, écrivez-la. Puis, à côté, écrivez une pensée alternative plus rationnelle. Vous serez étonné de voir à quel point vos pensées automatiques sont souvent exagérées, irrationnelles ou basées sur des
Supposition non vérifiée. La discipline de l'assentiment vous donne un pouvoir extraordinaire sur votre vie émotionnelle. Vous réalisez que vous n'êtes pas à la merci de vos pensées. Vous êtes le gardien de votre esprit et vous pouvez choisir consciemment quelles pensées méritent votre attention et votre croyance. Cette réalisation est véritablement libératrice. Principe numéro 5. Cultivez l'amor fati, amor fati, l'amour du destin. C'est l'un des concepts les plus profonds et les plus mâles, compris de la philosophie stoïcienne. Il ne s'agit pas d'une résignation passive face aux circonstances, mais d'une acceptation active, voire enthousiaste, de tout ce qui se présente dans votre vie. C'est l'idée que vous ne devriez pas simplement accepter ce qui vous arrive, mais l'embrasser, l'accueillir, même l'aimer. Nietzsche, qui a été profondément influencé par le stoïcisme, a magnifiquement exprimé cette idée. Ma formule pour la grandeur chez un être humain est amor fati, ne rien. Vouloir d'autre que ce qui est, ni dans l'avenir, ni dans le passé, ni pour l'éternité, ne pas se contenter de supporter l'inévitable, encore moins se le dissimuler, mais l'aimer. Mais comment peut-on aimer ce qui est difficile, douloureux ou injuste? N'est-ce pas une forme de masochisme? Pas du tout. L'amor fati repose sur une compréhension profonde. Ce qui vous arrive n'est pas ce qui détermine la qualité de votre vie, mais plutôt comment vous y répondez. En aimant votre destin, quel qu'il soit, vous réclamez votre pouvoir. Vous refusez de vous positionner comme une victime des circonstances. Marc Aurèle pratiquait l'amor fati quotidiennement. Il se rappelait « Tout ce qui t'arrive a été préparé pour toi de toute éternité ». Et l'entrelacement des causes était prêt depuis toujours à tisser ensemble ton existence et ce qui t'arrive. Pour lui, chaque événement, même les plus difficiles, avait un rôle à jouer dans le grand tissage de l'univers. Pensez à votre vie jusqu'à présent. Combien de choses qui vous semblaient catastrophiques sur le moment se sont révélées être des bénédictions déguisées? Combien de portes fermées ont mené à des chemins meilleurs que ceux que vous aviez prévus? Avec le recul, nous pouvons souvent voir comment même nos épreuves les plus difficiles nous ont façonnés, nous ont rendus plus forts, plus sages, plus compatissants. L'amor fati vous invite à adopter cette perspective, non pas rétrospectivement, mais en temps réel. Au lieu de résister à ce qui est, de vous plaindre de vos circonstances ou de fantasmer sur comment les choses devraient être, vous dites un oui profond à la réalité telle qu'elle est. Ce oui ne signifie pas que vous n'allez pas œuvrer pour améliorer votre situation. Cela signifie que vous commencez par accepter complètement ce qui est. Voici un paradoxe puissant. C'est seulement lorsque vous acceptez complètement votre situation actuelle que vous êtes vraiment libre de la changer. Tant que vous êtes en résistance, en lutte contre ce qui est, vous gaspillez votre énergie. Mais lorsque vous acceptez, vous pouvez voir clairement et agir efficacement. Un exercice pour cultiver l'amor fati. Chaque soir, avant de vous endormir, réfléchissez aux événements de la journée. Au lieu de vous attarder sur ce qui n'a pas fonctionné ou sur ce qui aurait pu être différent, dites-vous, c'était exactement la journée que je devais vivre. Chaque moment, plaisant ou déplaisant, était nécessaire à mon évolution. Je l'accepte complètement et je l'aime. Au début, cela pourra sembler forcé, surtout les jours difficiles. Mais avec la pratique, vous commencerez à ressentir un profond sentiment de paix. Vous réaliserez que vous n'êtes plus en guerre avec la réalité. Vous êtes en harmonie avec le flux de la vie. Cette harmonie est la source d'une joie profonde et durable. L'amor fati transforme également votre relation avec le passé. Tant de gens portent le poids de regret sur ce qui aurait pu être différent. Si seulement j'avais fait ceci, si seulement je n'avais pas fait cela. Ces pensées sont comme des chaînes qui vous empêchent d'avancer. L'amor fati les brise. Vous regardez votre passé et vous dites « Je ne changerai rien. Tout était nécessaire pour faire de moi qui je suis aujourd'hui. » Cette acceptation radicale n'est pas de la complaisance. Elle ne signifie pas que vous approuvez tout ce qui vous est arrivé ou tout ce que vous avez fait. Elle signifie simplement que vous reconnaissez que vous ne pouvez pas changer le passé
et qu'il est donc inutile de gaspiller votre énergie à le regretter. Vous pouvez apprendre de vos erreurs sans les ruminer indéfiniment. La mort fati s'étend aussi au futur. Au lieu d'avoir peur de ce qui pourrait arriver, vous développez une confiance que, quoi qu'il arrive, vous serez capable d'y faire face et même d'en tirer quelque chose de valeur. Cette confiance n'est pas basée sur l'arrogance, mais sur l'expérience. Encore et encore, vous avez fait face à des défis. Encore et encore, vous avez survécu et même prospéré. Pourquoi le futur serait-il différent? Comme Sénèque l'écrivait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. La mort fati vous donne le courage d'oser, parce que vous savez que même si les choses ne se passent pas comme prévu, vous accueillerez ce résultat comme une partie nécessaire de votre voyage. Principe numéro 6. Pratiquez la contemplation de la mort. Parlons maintenant de l'un des exercices stoïciens les plus puissants et les plus transformateurs, la contemplation régulière de votre propre mortalité. Dans notre culture moderne, nous faisons tout pour éviter de penser à la mort. Nous la cachons, nous l'édulcorons, nous faisons semblant qu'elle n'existe pas. Les stoïciens faisaient exactement le contraire. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. C'était une pratique quotidienne pour les stoïciens. Sénèque se rappelait chaque soir, c'est peut-être ta dernière nuit. Marc Aurèle écrivait, tu pourrais quitter la vie maintenant. Laisse cela déterminer ce que tu fais, dis et pense. Pourquoi cette fixation apparemment morbide sur la mort? Parce que la conscience de la mort transforme radicalement votre perspective sur la vie. Lorsque vous réalisez vraiment, pas seulement intellectuellement mais viscéralement, que votre temps est limité et que vous ne savez pas combien il vous en reste, tout change. Les petites irritations qui monopolisaient auparavant votre attention semblent soudainement insignifiantes. Les peurs qui vous paralysaient perdent leur emprise. Les priorités se clarifient avec une netteté cristalline. Pensez à la dernière fois où vous avez été confronté à votre mortalité, peut-être lors d'une maladie ou d'un accident évité de justesse. Dans ces moments, vous ressentez probablement une gratitude intense pour les choses simples. Pouvoir respirer, voir vos proches, ressentir le soleil sur votre peau. Vous vous promettez de ne plus tenir les choses pour acquises, d'être plus présent, d'aimer plus profondément. Puis, à mesure que le danger s'éloigne, vous retombez dans vos anciens schémas. La contemplation régulière de la mort vous permet de maintenir cette clarté et cette gratitude sans avoir besoin d'une crise pour les déclencher. Chaque matin, avant de vous lever, prenez un moment pour vous rappeler « Je pourrais mourir aujourd'hui ». Ce n'est pas une pensée morbide, c'est simplement la vérité. Personne n'a de garantie de voir demain. À partir de cette prise de conscience, demandez-vous « Comment vais-je vivre cette journée si c'est ma dernière? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui peut être laissé de côté ?» Vous constaterez probablement que vous avez moins envie de vous disputer pour des broutilles, moins envie de vous plaindre, moins envie de remettre à plus tard ce qui compte vraiment. La contemplation de la mort n'est pas déprimante, elle est libératrice, elle vous libère de la tyrannie du trivial. Elle vous rappelle que chaque moment est précieux, que chaque interaction avec vos proches pourrait être la dernière, que chaque coucher de soleil est un cadeau. Cette prise de conscience ne conduit pas au désespoir, mais à une appréciation plus profonde et à une présence plus authentique. Sénèque pratiquait également ce qu'il appelait « mourir un peu chaque jour ». Il voulait dire par là que nous devrions nous y préparer mentalement et émotionnellement à la mort, non pas en la craignant, mais en l'acceptant comme une partie naturelle de l'existence. Il écrivait « Celui qui a appris à mourir a désappris à être esclave ». En faisant la paix avec votre mortalité, vous vous libérez de nombreuses peurs qui autrement vous contrôleraient. Voici un exercice puissant. Écrivez votre propre éloge funèbre. Comment aimeriez-vous être rappelé? Quelle qualité aimeriez-vous que les gens associent à votre nom? Quelle contribution aimeriez-vous avoir apportée? Puis demandez-vous honnêtement, est-ce que je vis actuellement d'une manière qui créerait cet héritage? Si la réponse est non,
qu'attendez-vous? Vous n'avez qu'une seule vie, et elle pourrait se terminer beaucoup plus tôt que vous ne le pensez. La contemplation de la mort vous aide également à lâcher prise sur les attachements qui vous causent de la souffrance. Lorsque vous réalisez que vous ne pouvez rien emporter avec vous, que toutes vos possessions, votre statut, votre réputation, tout cela disparaîtra lorsque vous mourrez, vous pouvez commencer à tenir ces choses plus légèrement pendant que vous êtes en vie. Marc Aurèle le disait magnifiquement. Bientôt tu auras tout oublié, et bientôt tous t'auront oublié. C'est une vérité humiliante, mais aussi étrangement réconfortante. Cela signifie que vos échecs ne sont pas aussi catastrophiques que vous le pensez. Vos succès ne sont pas aussi importants que vous le croyez. Ce qui compte vraiment, c'est comment vous vivez, comment vous traitez les autres, comment vous cultivez votre caractère ici et maintenant. La mort est le grand égalisateur. Empereur ou esclave, riche ou pauvre, célèbre ou inconnu, nous partageons tous le même destin. Cette prise de conscience peut cultiver l'humilité et la compassion. Elle peut vous rappeler que nous sommes tous dans le même bateau, naviguant vers la même destination inévitable. Comment cette conscience change-t-elle la façon dont vous interagissez avec les autres? Troisième partie, la maîtrise de soi. Principe numéro 7. Développer la discipline à travers l'inconfort volontaire. Les stoïciens ne se contentaient pas de philosopher sur la maîtrise de soi. Ils la pratiquaient activement à travers ce qu'ils appelaient l'inconfort volontaire ou l'ascèse. Cette pratique impliquait de s'exposer délibérément à des conditions difficiles pour entraîner l'esprit et le corps à la résilience. Sénèque prenait régulièrement des bains froids, dormait sur un lit dur et mangeait simplement même s'il était l'un des hommes les plus riches de Rome. Pourquoi? Non pas parce qu'il croyait que le confort était mal en soi, mais parce qu'il voulait prouver à lui-même qu'il n'en avait pas besoin. Il voulait s'immuniser contre la peur de perdre son confort. Il écrivait « Mets-toi à l'épreuve de temps en t'exerçant à la pauvreté, afin que tu puisses devenir compagnon et non simple spectateur de la fortune. » En d'autres termes, n'attendez pas que la vie vous impose des difficultés. Préparez-vous en les choisissant volontairement. Cette préparation crée une confiance profonde. Quoi qu'il arrive, vous savez que vous pouvez y faire face. Dans notre monde moderne de confort presque illimité, cette pratique est plus pertinente que jamais. Nous vivons dans des maisons climatisées, nous avons un accès instantané à toute la nourriture et le divertissement que nous pourrions désirer. Nous pouvons éviter presque tout, l'inconfort physique. Mais ce confort constant a un prix caché, il nous rend fragiles, tant physiquement que mentalement. Pensez à combien de gens s'effondrent émotionnellement à la première difficulté. Une panne d'Internet, un retard de livraison, un commentaire critique sur les réseaux sociaux. Cette fragilité n'est pas inévitable. C'est le résultat d'une vie passée à éviter systématiquement tout inconfort. Les stoïciens comprenaient que la force se construit en affrontant la résistance, pas en l'évitant. Comment pouvez-vous pratiquer l'inconfort volontaire dans votre vie moderne? Il existe d'innombrables façons. Vous pourriez prendre des douches froides, jeûner occasionnellement, faire de l'exercice intensément, dormir sur le sol de temps en temps, vous passer volontairement de votre téléphone pendant une journée ou choisir de marcher au lieu de conduire même quand il fait froid. L'idée n'est pas de vous punir ou de glorifier la souffrance. L'idée est de vous entraîner. Chaque fois que vous choisissez l'inconfort, vous renforcez votre volonté. Vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de faire des choses difficiles. Vous construisez ce que les psychologues modernes appellent la tolérance à l'inconfort, qui est fortement corrélée à la réussite dans presque tous les domaines de la vie. Il y a aussi un autre avantage subtil mais puissant. Après avoir volontairement enduré l'inconfort, vous appréciez d'autant plus le confort lorsque vous l'avez. La douche chaude. Après l'entraînement intense, le repas après le jeûne, le lit confortable après une nuit sur le sol, ces plaisirs simples deviennent extraordinaires lorsque vous ne les tenez pas pour acquis. Marc Aurèle pratiquait une forme d'inconfort mental, en plus de l'inconfort physique. Il s'imaginait régulièrement perdre tout ce qu'il chérissait, sa position, sa richesse, ses proches.
non pas parce qu'il était pessimiste, mais pour se préparer émotionnellement et pour ne jamais oublier d'apprécier ce qu'il avait pendant qu'il l'avait. Voici un défi pour vous. Cette semaine, choisissez une forme d'inconfort volontaire et pratiquez-la quotidiennement. Commencez petit, surtout si vous n'êtes pas habitué. Peut-être une douche froide de 30 secondes à la fin de votre douche chaude. Peut-être sauter le petit déjeuner un jour. Peut-être faire 10 pompes, même si c'est difficile. L'important n'est pas l'intensité de la pratique, mais sa régularité. À mesure que vous développez cette habitude, vous remarquerez quelque chose de remarquable. Les difficultés involontaires de la vie commencent à sembler moins insurmontables. Lorsque vous êtes habitué à choisir l'inconfort, les inconforts imposés par les circonstances vous semblent simplement être une extension de votre pratique. Cette transformation de perspective est incroyablement libératrice. La discipline que vous développez à travers l'inconfort volontaire s'étend à tous les domaines de votre vie. Si vous pouvez vous forcer à prendre une douche froide chaque matin même quand vous n'en avez pas envie, vous pouvez vous forcer à vous asseoir et à travailler sur votre projet important même quand vous préféreriez regarder la télévision. Si vous pouvez jeûner pendant 24 heures, vous pouvez résister à l'envie de vérifier compulsivement votre téléphone. Comme Épictète le disait, si tu n'affrontes pas et ne combats pas la difficulté, comment renforces-tu ton endurance? La force, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle, ne se développe que face à la résistance. En choisissant consciemment cette résistance, vous prenez le contrôle de votre propre développement plutôt que de le laisser au hasard. Principe numéro 8. Cultivez l'humilité cosmique. Marc Aurèle pratiquait régulièrement ce qu'il appelait la vue d'en haut. Il s'imaginait s'élevant au-dessus de la terre, la voyant d'abord comme une ville, puis comme un pays, puis comme un continent, puis comme une planète entière, puis comme un point minuscule dans l'immensité de l'univers. De cette perspective, ses problèmes, ses ambitions, ses peurs, tout semblait infiniment petit. Cette pratique n'était pas destinée à le faire se sentir insignifiant ou désespéré. Au contraire, elle était profondément libératrice. Elle lui permettait de voir que les choses qui le tourmentaient, qui semblaient si importantes et si pressantes, étaient en réalité minuscules dans le grand schéma des choses. Cette perspective cosmique cultivait l'humilité et la sérénité. Pensez à votre propre vie. Combien de choses qui vous semblaient catastrophiques il y a 5 ans vous paraissent maintenant insignifiantes. Cette dispute que vous avez eue, cette opportunité manquée, cette erreur embarrassante. Avec le recul et la distance, vous pouvez voir qu'elle n'était pas aussi importante que vous le pensiez sur le moment. La vue d'en haut vous permet d'accéder à cette perspective immédiatement, sans avoir à attendre des années. Dans notre époque de selfies et de réseaux sociaux, où nous sommes constamment encouragés à nous mettre en avant, à promouvoir nos accomplissements, à construire notre marque personnelle, cette pratique stoïcienne d'humilité cosmique est particulièrement précieuse. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas le centre de l'univers, que nos drames personnels ne sont pas aussi importants que nous le pensons. Marc Aurèle écrivait « L'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. » Il comprenait que nous vivons dans un cosmos vaste et ancien, que nous sommes juste une minuscule partie d'un tout incompréhensiblement grand. Cette réalisation pourrait sembler déprimante, mais elle est en fait profondément réconfortante. Cela signifie que vos erreurs ne sont pas des catastrophes cosmiques. Votre échec à atteindre telle ou telle ambition n'est pas une tragédie universelle. Votre réputation, votre statut, vos possessions, tout cela est éphémère et insignifiant à l'échelle de l'univers. Cette perspective vous libère de prendre les choses trop au sérieux, de vous cramponner trop fort, de vous identifier trop complètement à vos rôles et vos accomplissements. Voici un exercice moderne de la vue d'en haut. Trouvez une vidéo ou une image montrant l'échelle de l'univers, de la Terre au système solaire, à la galaxie, à l'amas galactique, au cosmos observable. Passez du temps à vraiment contempler cette immensité.
Où êtes-vous dans tout cela? Quelle est la signification de vos préoccupations quotidiennes face à cette échelle? Mais attention, l'humilité cosmique ne signifie pas le nihilisme. Ce n'est pas parce que vous êtes petit à l'échelle cosmique que votre vie n'a pas de sens. Les stoïciens croyaient profondément que chaque être humain avait un rôle à jouer, que chaque action comptait. La différence est qu'ils ne se prenaient pas trop au sérieux en le faisant. Pensez à un acteur sur scène. Il joue son rôle avec engagement et excellence, mais il sait que ce n'est qu'un rôle. Lorsque la pièce se termine, il retire son costume et redevient lui-même. De même, vous jouez vos rôles dans la vie. Parents, travailleurs, amis, citoyens. Mais ce ne sont que des rôles. Ils ne définissent pas votre essence ultime. Cette distinction vous permet de vous engager pleinement dans la vie sans être écrasé par la pression. Vous pouvez donner votre meilleur dans tout ce que vous faites, tout en maintenant une certaine légèreté, en sachant que rien de tout cela n'est aussi grave que votre ego voudrait vous le faire croire. L'humilité cosmique cultive également la compassion. Lorsque vous réalisez que vous n'êtes qu'un petit être humain essayant de naviguer dans un univers vaste et mystérieux, vous pouvez voir que tous les autres sont dans le même bateau. Nous sommes tous des compagnons de voyage sur cette planète minuscule, flottant dans l'immensité de l'espace. Cette réalisation peut adoucir vos jugements envers les autres et cultiver un sentiment de communion humaine. Sénèque écrivait « Nous sommes des vagues du même océan, des feuilles du même arbre, des fleurs du même jardin. » Malgré nos différences superficielles, nous partageons une humanité commune et notre temps ensemble sur cette terre est bref. Comment cette prise de conscience change-t-elle la façon dont vous traitez les autres? Principe numéro 9. Vivez selon la nature. Le dernier principe stoïcien que nous allons explorer est peut-être le plus fondamental de tous. Vivre selon la nature. Pour les stoïciens, cela signifiait vivre en accord avec votre nature rationnelle en tant qu'être humain et en harmonie avec l'ordre naturel de l'univers. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie reconnaître que vous êtes un être rationnel, doté de la capacité de raison, et que votre bien suprême consiste à utiliser cette raison pour vivre vertueusement. Cela signifie aussi reconnaître que vous êtes une partie d'un tout plus grand, un élément interconnecté du cosmos, et que votre bien-être est lié au bien-être du tout. Marc Aurèle écrivait « Ce qui n'est pas bon pour la ruche ne peut pas être bon pour l'abeille ». En d'autres termes, votre bien individuel ne peut pas être séparé du bien commun. Lorsque vous nuisez aux autres ou à l'environnement, vous vous nuisez inévitablement à vous-même car vous faites partie du même système interconnecté. Vivre selon la nature signifie également accepter votre place dans l'ordre des choses. Vous n'êtes pas immortel. Vous allez vieillir. Votre corps va se détériorer. Vous allez mourir. Ce ne sont pas des défauts ou des injustices. Ce sont simplement les faits naturels de l'existence humaine. Résister à ces réalités ne crée que de la souffrance. Les accepter crée la paix. Pensez à combien de souffrance vient du fait de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont naturellement. Nous voulons ne jamais vieillir, ne jamais perdre ce que nous avons, ne jamais faire face à la difficulté. Mais l'univers ne fonctionne pas ainsi. Tout change. Tout ce qui naît meurt. Tout ce qui monte redescend. C'est la nature de la réalité. Les stoïciens ne voyaient pas cela comme une vision pessimiste, mais comme une vision réaliste. Et paradoxalement, c'est cette acceptation de la réalité telle qu'elle est qui permet la véritable joie. Lorsque vous arrêtez de résister à la nature des choses, lorsque vous cessez d'exiger que l'univers se conforme à vos préférences, vous trouvez une paix profonde. Vivre selon la nature signifie aussi cultiver les vertus, qui sont naturellement bonnes pour les êtres humains, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ce ne sont pas des conventions sociales arbitraires, mais des qualités qui permettent aux êtres humains de s'épanouir, individuellement et collectivement. La sagesse est la capacité de voir clairement et de juger correctement. Le courage est la force de faire ce qui est juste malgré la peur.
la justice et le traitement équitable des autres, et la reconnaissance de notre humanité commune, la tempérance et la maîtrise de soi et la modération. Ces vertus n'étaient pas imposées de l'extérieur par la société. Elles étaient considérées comme intrinsèques à la nature humaine bien vécue. Voici une question pour vous. Vivez-vous selon votre nature la plus élevée en tant qu'être humain? Utilisez-vous votre capacité unique de raison? Ou vivez-vous de manière réactive, guidé par des impulsions et des émotions non examinées? Cultivez-vous les vertus qui vous permettent de vous épanouir, ou êtes-vous esclave de vos vices? Dans notre monde moderne, vivre selon la nature pourrait aussi signifier reconnecter avec le monde naturel. Les stoïciens passaient du temps dans la nature, la contemplant comme un moyen de se rappeler leur place dans le grand tout. Dans notre époque de vie urbaine et de domination technologique, nous sommes souvent coupés de la nature, ce qui peut contribuer à un sentiment de déconnexion et de désorientation. 1. Exercice simple. Passez du temps régulièrement dans la nature, que ce soit un parc local, une forêt, la mer, ou même juste votre jardin. Observez les cycles naturels, les saisons qui changent, la croissance et le déclin des plantes, le lever et le coucher du soleil. Laissez ces observations vous rappeler que vous faites partie de ces cycles, que votre vie suit également un arc naturel. Vivre selon la nature signifie également honorer votre corps. Nourrissez-le bien, faites-lui faire de l'exercice, donnez-lui du repos. Votre corps est l'outil à travers lequel vous vivez votre vie. En prendre soin n'est pas de la vanité, c'est de la sagesse. Les stoïciens ne négligeaient pas le corps, même s'ils reconnaissaient qu'il était mortel et sujet au déclin. Épictète disait « Tu es une âme portant un cadavre ». Cela peut sembler lugubre, mais le point était de ne pas s'identifier excessivement au corps, tout en le respectant pour ce qu'il est, le véhicule temporaire de votre conscience pendant votre temps sur Terre. Finalement, vivre selon la nature signifie vivre de manière authentique. Soyez fidèles à vos valeurs les plus profondes. Ne vivez pas selon les attentes des autres ou les conventions de la société si elles entrent en conflit avec votre propre sagesse et intégrité. Comme Marc Aurèle l'écrivait, ne vis pas comme si tu avais 1000 ans devant toi. La mort plane au-dessus de toi. Pendant que tu vis, pendant qu'il est encore en ton pouvoir, sois bon. Conclusion. Nous, voilà arrivés à la fin de notre voyage à travers les principes stoïciens de la maîtrise émotionnelle. J'espère que ces enseignements anciens mais éternellement pertinents vous ont offert de nouvelles perspectives et des outils pratiques pour transformer votre vie émotionnelle. Rappelez-vous, observez vos émotions sans jugement, distinguez ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Transformez vos interprétations, pratiquez la discipline de l'assentiment, cultivez l'amor fati, contemplez la mort, développez la discipline à travers l'inconfort volontaire, cultivez l'humilité cosmique et vivre selon la nature. Ces 9 principes forment ensemble un chemin complet vers la maîtrise de soi et la tranquillité d'esprit. La beauté de la philosophie stoïcienne est qu'elle n'est pas seulement théorique, c'est une philosophie pratique, conçue pour être appliquée dans la vie quotidienne. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser immédiatement. Commencez par un principe qui résonne particulièrement avec vous. Pratiquez-le quotidiennement. Lorsqu'il devient naturel, ajoutez un autre principe. Construisez progressivement, brique par brique, la fondation d'une vie émotionnellement équilibrée et épanouissante. N'oubliez pas que les plus grands philosophes stoïciens n'étaient pas des sages parfaits qui n'éprouvaient jamais d'émotions difficiles. Marc Aurèle lui-même, dans ses méditations, montre qu'il luttait constamment contre ses propres faiblesses et frustrations. La différence est qu'il continuait à revenir à ses pratiques, à se rappeler ses principes, à s'efforcer vers l'idéal même en sachant qu'il pourrait ne jamais l'atteindre complètement. C'est cet engagement envers le processus et non la perfection qui compte vraiment. Chaque jour où vous choisissez d'observer vos émotions plutôt que d'être emporté par elles, chaque fois que vous distinguez ce qui dépend de vous de ce qui n'en dépend pas, chaque moment où vous choisissez consciemment votre
Interprétation, vous devenez un peu plus libre. La maîtrise émotionnelle n'est pas une destination finale que vous atteignez un jour. C'est une pratique continue, un art que vous affinez tout au long de votre vie. Il y aura des jours où vous réussirez brillamment, où vous naviguerez à travers les défis avec grâce et sagesse. Il y aura d'autres jours où vous trébuchez, où vous vous laissez submerger, où vous réagissez de manière que vous regretterez. Ces deux types de jours sont précieux. Les « et bonjour » vous montrent ce qui est possible et renforcent votre pratique. Les mauvais jours vous offrent des leçons et des opportunités de croissance. Comme le disait Épictète, les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent. Chaque défi est une chance de pratiquer vos principes stoïciens et de devenir plus fort. Je vous encourage maintenant à ne pas simplement penser à ces principes, mais à les mettre en pratique. Choisissez un principe, un seul pour commencer, et engagez-vous à le pratiquer pendant une semaine. Observez ce qui change dans votre vie émotionnelle, puis ajoutez un autre principe. Construisez progressivement votre pratique stoïcienne. Et si vous avez trouvé ce contenu utile, je vous encourage à le partager avec vos amis ou collègues qui pourraient également en bénéficier. Maintenant, je vous lance un défi. Laissez dans les commentaires la phrase suivante. « Je suis le maître de mes émotions ». Ainsi, je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin et que vous vous êtes engagé dans ce voyage de transformation. Rappelez-vous que la capacité de gérer efficacement vos émotions est l'une des compétences les plus précieuses que vous pouvez développer, tant pour vos relations personnelles que professionnelles. Alors, allez-y, appliquez ce que vous avez appris et voyez la différence que cela peut faire dans votre vie. Comme le disait Marc Aurèle, la qualité de votre vie est déterminée par la qualité de vos pensées. En maîtrisant vos émotions, vous maîtrisez vos pensées. En maîtrisant vos pensées, vous maîtrisez votre vie. C'est le pouvoir que la philosophie stoïcienne vous offre. Saisissez-le, utilisez-le, transformez votre vie avec lui. Jusqu'à la prochaine fois, que la sagesse stoïcienne vous guide vers une vie de tranquillité, de vertu et de sens profond. Restez avec le Créateur,